On se retrouve pour ce grand oral exceptionnel. Pour ceux qui nous rejoignent, Bernard-Henri Lévy est notre invité. Il y a quelques minutes, vous nous disiez, et vous faisiez une démonstration sur Vive Tel Aviv, même combat pour la liberté. Depuis quelques jours, on entend le président de la République française, Emmanuel Macron, qui dit on ne fait pas tomber un régime avec des bombes. Faire chuter le régime iranien mènerait au chaos. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr qu'on fait parfois tomber un régime avec des bombes. L'Allemagne est tombée sous les bombes, l'Allemagne nazie, le Japon est tombé sous les bombes. Non, un régime peut tomber sous les bombes. Après, il ne suffit pas des bombes, naturellement. Il faut aussi un projet qu'Israël a. Et puis, il faut aussi un peuple que la grande Perse a. Mais quand vous avez les trois, quand vous avez un peuple qui aspire à la liberté, le peuple iranien, quand vous avez un projet politique, quel projet israélien, projet de remodelage de la région, et puis quand vous avez une intervention militaire, oui, les trois ensemble, en général, marchent. On a vu effectivement que même des bombes pouvaient être utilisées pour ne serait-ce qu'éliminer Daesh et bombarder Raqqa et Mossoul, des villes que vous connaissez bien également pour les avoir filmées. Avant d'évoquer effectivement ce remodelage de la région, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, on a beaucoup subi l'inversion des valeurs depuis quelques jours, depuis quelques mois. Mais là, on entend un chancelier allemand qui dit « Merci Israël, il fait le travail, Israël fait le sale boulot pour nous, et Israël nous protège. Israël protège l'Allemagne, l'Allemagne soutient maintenant Israël. » Ça aussi, c'est une nouveauté de l'époque, non ? Oui, d'ailleurs, pourquoi le sale boulot ? Enfin, la guerre, par définition, est toujours sale. Mais mettre à genoux et peut-être mettre à terre un régime dangereux pour la planète, assassin pour ses voisins et oppresseur pour son peuple, c'est une belle tâche. C'est pas un sale boulot, c'est un beau travail d'éliminer ou de mettre à genoux en tout cas un régime pareil, le régime iranien. Et en effet, oui, heureusement, en gros, le monde est aujourd'hui divisé en deux. Il y a toute une partie du monde qui, pavlovisée par les fake news, par la propagande et autres, n'y comprend rien. Et guidé par des réflexes anti-israéliens primaires et antisémites secondaires. Et puis vous avez quelques consciences lucides, le chancelier Merz en état, qui disent la vérité, à savoir qu'Israël est un rempart et en effet une avant-garde qui nous protège du pire, nous tous. Un rôle d'avant-garde qu'on lui refuse quelque part dans une partie, en tout cas en France, depuis le 7 octobre en particulier, dans une partie du monde intellectuel, des sphères politiques et médiatiques en France. Comment peut-on expliquer le fait qu'on n'ait pas voulu singulariser le 7 octobre, qu'on l'ait remis dans un continuum d'un vieux conflit pour pouvoir dire c'est la raison de critiquer Israël? On a fait pire que ça, on l'a effacé le 7 octobre. Enfin, il y a eu en tout cas chez beaucoup une tentative de néantiser, d'annuler, d'effacer ce que l'événement du 7 octobre avait de singulier. Il y a eu deux moments. Il y a eu les premiers instants, le monde a été saisi d'effroi devant une sorte d'absolu dans l'inhumanité. Et puis le monde s'est très vite repris. Effaçons absolument cette événementialité que nous ne saurions voir. Par quelle mécanique, par quelle bascule, par quel effet de cliquet, tout d'un coup, il y a eu un changement de regard? Comment ça s'est opéré? Parce qu'Israël résiste. Ça s'est opéré par la négation, par la relativisation, par la contextualisation, par le fait que vous avez entendu ça des sommets jusqu'au bas-fond de nos sociétés, des gens dire que le 7 octobre ne s'est pas produit dans le vide, que tout ça avait un contexte. J'ai entendu ça depuis le patron de l'ONU jusqu'à des abrutis d'activistes de rue
dans les démocraties occidentales, c'est des sales discours. Le discours du contexte, que le 7 octobre n'était qu'un épisode dans une longue guerre qui dure beaucoup plus longtemps et dans lequel Israël joue le rôle du méchant, c'est-à-dire du colonisateur, fauteur d'apartheid. Parce que ça venait rejoindre aussi ces nouveaux discours, ces nouvelles réécritures des sociétés à travers l'histoire d'un racisme systémique, de la colonisation, de la nouvelle oppression. C'est venu rencontrer ça aussi. Oui, bien sûr, ça vient rencontrer ça, mais ça vient surtout rencontrer quelque chose de plus ancien que ce que vous dites, qui est la haine d'Israël. Israël au sens étroit et au sens large. Parce que être contre la colonisation, moi je suis contre la colonisation. Être contre l'impérialisme, je suis contre l'impérialisme. Sauf que s'il y a bien un pays qui est l'emblème de l'anticolonialisme, c'est Israël. Israël, c'est le fruit d'une lutte anticoloniale réussie et qui reste fidèle à elle-même. D'où effectivement cette inversion des accusations. Moi j'ai passé une partie de ma jeunesse à militer, à descendre dans la rue contre l'apartheid sud-africain. S'il y a bien un pays où il n'y a pas d'apartheid, où il y a une minorité qui souvent conteste les principes même de l'État d'Israël. C'est la minorité arabe qui est parfois antisioniste et qui jouit de l'entièreté de tous les droits civiques, de tous les droits démocratiques, c'est Israël. Donc cette histoire de Israël apartheid, Israël fruit d'une histoire coloniale, et ne parlons pas d'Israël génocidaire, c'est plus qu'une inversion, c'est plus qu'une réécriture, c'est le monde qui marche sur la tête, c'est le triomphe de la post-vérité, c'est le triomphe de la nouvelle sophistique, c'est un mensonge absolu. Que vous avez eu l'occasion effectivement de démonter une fois de plus lorsque vous êtes exprimé récemment devant des écrivains israéliens en Israël. Géopolitiquement, le 7 octobre, c'est aussi le point de départ d'une nouvelle région, d'une nouvelle carte liée à l'action et à la contre-offensive et à l'offensive israélienne dans la région. Syrie, Liban, Iran, tout se redessine. Oui, alors c'est le point de départ d'abord d'un traumatisme sans fin pour Israël. Ça, évidemment. Un traumatisme dont les résonances n'ont pas... Ce qui concerne la carte, le changement de cette époque. Décolonisation du Liban. Le Liban était une colonie iranienne, ça ne l'est plus. Décolonisation de la Syrie. Alors, je ne dis pas que je mette beaucoup d'espoir sur le régime actuel. Hein. On verra. Mais disons qu'il peut encore avoir en tout cas, un peu d'observation. La Syrie n'est plus une colonie de l'Iran et de la Russie comme elle l'était jusque-là. Donc bien sûr qu'il y a une espèce d'effet de souffle qui a en tout cas produit ses effets dans les deux pays dont je parle là et qui n'est pas terminé. Alors ça s'appelle en effet, les géopoliticiens parlent de remodelage, j'aime pas tellement le mot d'ailleurs, mais enfin, remodelage. Mais c'est vrai que la région est en train de changer d'allure. Et si les accords Abraham tiennent, et ils ont tenu depuis 7 octobre, les accords Abraham qui sont un trésor, qui sont un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre politique, un chef-d'œuvre de la géopolitique. Il n'y en a pas beaucoup des chefs-d'œuvre de la géopolitique. S'ils tiennent, et s'ils s'élargissent à d'autres, en effet, la région de demain ne ressemblera plus à ce qu'elle était dans les deux précédentes guerres de Gaza ou les guerres du Liban d'autrefois, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que parfois, c'est horrible à dire, et puis la guerre c'est toujours atroce, et les morts c'est insupportable, et les morts civiles c'est encore plus qu'insupportable. Mais il arrive en effet que l'histoire passe par ce genre de défilé sombre. Est-ce qu'une des conséquences de cette évolution n'est pas justement que la solitude d'Israël va se rétrécir, va diminuer, paradoxalement au fur et à mesure que les Juifs dans le monde vont être de plus en plus fragilisés? Il y a les deux. J'ai écrit un livre qui s'appelle Solitude d'Israël parce que, en effet, j'ai senti après le 7 octobre ce scandale, non pas de la compassion universelle, mais de la réprobation universelle. J'ai vu ce mouvement qui m'a stupéfié dans les jours qui ont suivi le 7 octobre. Et alors même
qu'Israël n'avait pas encore répliqué, qu'Israël était encore en état de choc. On était encore à se demander comment il allait répliquer et où. J'ai vu ce moment où toute une partie du monde s'est déjà soulevée contre Israël, où il y avait des manifestations dans les rues de Paris, dans les rues de New York, dans les rues de plein de capitales du monde, pour hurler « Israël assassin ». Bien, donc il y a ça. Solitude d'Israël. Israël, même quand il est blessé à mort. Israël, même quand il est attaqué dans ses forces vives. Israël, même quand il fait l'épreuve du premier pogrom de l'histoire moderne post-Shoah, Israël est encore en position d'accuser, etc. Donc il y a ça. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras et qui désespère. Je vois de l'autre côté ces accords Abraham qui tiennent. Je vois ces femmes iraniennes qui, parfois à haute voix, parfois à voix plus basse, se disent qu'au fond, c'est peut-être par là qu'elles vont trouver le chemin de leur libération. Eh bien là, je me dis qu'il y a l'inverse. Il y a peut-être autour d'Israël quelque chose qui est en train de se former et qui n'est pas ce bannissement dont on parlait tout à l'heure. Donc vous avez les deux. Vous avez une bataille en ce moment dans les esprits entre ceux qui veulent plus que jamais le bannissement d'Israël et ceux qui disent merci à Israël. Merci à Israël si j'étais, je ne sais pas, si j'étais saoudien, je remercierais Israël d'avoir levé l'hypothèque de ces bombardements houthis ou de ces bombardements iraniens sur leur richesse naturelle et sur leur puits de pétrole. Si j'étais émirati, je pense que je dirais merci Israël, là aussi, de me libérer de cette épée de Damoclès qui pesait sur ma tête depuis des années, et ainsi de suite. Si j'étais ouïghour en Chine, je me dirais merci Israël si tu affaiblis cet axe du mal dont l'Iran et la Russie étaient des piliers. Et ainsi, si j'étais kurde, je ne veux pas trahir de secret, mais j'ai tous les jours des messages, des appels d'amis, de camarades, de compagnons d'âme kurdes syriens et kurdes irakiens, mais qui sont éperdus de reconnaissance pour ce qu'est en train de faire Israël. Donc, vous avez la solitude d'Israël, et puis vous avez en même temps ce ralliement autour de ce petit point géopolitique, ce minuscule pays qu'est Israël, de bien des femmes et des hommes libres ou qui aspirent à l'être du monde. Depuis le 13 juin, on assiste à un débat autour de la notion de guerre préventive, qui est maintenant battue en brèche par certains responsables, notamment parmi le responsable français, Emmanuel Macron. Mais au fond, cette guerre préventive, elle a souvent existé. Elle a d'ailleurs existé avec les Français qui se sont alliés avec les Britanniques et les Israéliens en 1956 pour pouvoir taper l'Égypte et le forcer à rouvrir le canal de Suez. Donc, pourquoi, tout d'un coup, veut-on criminaliser une attitude qui a été acceptée par beaucoup de pays? Mais c'est même au-delà de ça. C'est même pas une question de guerre préventive. Ou de préemptive même, d'ailleurs. Oui, non, attendez. La guerre avec l'Iran, elle n'a pas commencé là, le 13 juin. Mais c'est ce que certains ont l'air de découvrir. La guerre avec l'Iran, concrètement, je remonte même pas au calende, ne remontons même pas à l'époque de la création de la République islamique ou à l'époque d'Ahmadinejad. Époque récente. La guerre avec l'Iran, elle commence au mois d'avril 2024, au moment de l'opération qui s'appelait, je crois, Honnête Promesse, il me semble, où les Iraniens envoient sur Israël des centaines de drones et de missiles. Avril 2024. Après, il y a une deuxième opération iranienne en septembre 2024 contre Israël, qui est le tir de missile le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire contemporaine. Donc, attendez, Israël, si vous vous donnez la peine de ne pas avoir une mémoire de mouche, une mémoire de poisson rouge, mais de voir les choses, je ne demande pas qu'on les voit à l'échelle des siècles, je demande qu'on les voit les choses à l'échelle de l'année. Ce qu'a fait Israël la semaine dernière, c'est sa réplique à ce que l'Iran a fait
en avril 2024 et en septembre 2024. On a l'impression que tellement l'ont oublié. Mais en France, chez les universitaires, chez les journalistes, qui découvrent, qui ne connaissent même pas tous les antécédents que vous évoquez. Mais ils les connaissent, mais enfin, ils sont amnésiques. Enfin écoutez, c'est même pas une question de... Il y a des débats sans fin sur la question de la guerre préventive, mais là c'est pas la guerre. En termes de droit international, le droit international dit que vous avez le droit de vous défendre lorsque vous êtes attaqué, mais le droit international ne dit pas que vous avez le droit de vous défendre dans les 24 heures qui suivent. Le droit international, il dit que vous avez le droit de vous défendre et que vous prenez le temps pour ça. Si vous voulez prendre un an pour vous défendre et pour répliquer, c'est le droit international. Israël est totalement dans son droit, au sens du droit international, dans les opérations militaires qu'il mène en ce moment. Avril 2024, septembre 2024, des opérations militaires d'une envergure extrême, auquel Israël a plus ou moins réchappé à cause de son dôme de fer, mais qui aurait mis à bas n'importe quelle nation à part Israël. Donc on est dans le cadre strict du droit international. On n'est même pas dans le cadre de la guerre préventive. La guerre en Irak, c'était une guerre préventive. La guerre de Bush contre Saddam Hussein. Ça non. Une guerre déclarée il y a des mois ou des années, mettons des mois, qui est en train de se continuer sous nos yeux. Ayons l'intelligence d'avoir sur ce genre d'événement un tout petit peu de profondeur de champ. Encore une fois, je ne demande pas qu'on voit ça à l'échelle des siècles. Et vous le rappelez avec force. Lors d'un rassemblement d'écrivains récemment en Israël auquel vous avez participé, vous avez rappelé votre amour, votre respect, votre attachement à l'État d'Israël qui a su rester une démocratie, comme vous dites, qui a su éviter le monde, la loi d'exception. Est-ce que vous craignez aujourd'hui pour l'avenir de la démocratie israélienne, comme certains l'expriment, ou vous restez rassuré? Non, je crains pour l'avenir d'Israël, parce que... Et de sa démocratie. Parce que beaucoup d'ennemis. L'avenir de la démocratie israélienne, non. Bien sûr que non. Je suis au contraire frappé chaque fois que je me rends en Israël, et c'est assez souvent, par la vitalité de la démocratie israélienne. Il y a 2 ministres au gouvernement d'Israël aujourd'hui, M. Smotrich et M. Ben-Gvir, qu'en effet, qui me semble être une tâche dans l'histoire d'Israël. Enfin, c'est 2 ministres et c'est un gouvernement. L'histoire d'Israël, elle a mon âge, elle a 76 ans et elle a encore des siècles devant elle. C'est une péripétie. À quoi se juge la qualité d'une démocratie? À la vibration, à la vitalité de sa société civile, à la solidité de ses institutions. Et je connais peu et à ce que vous disiez à l'instant, ce que j'ai dit en effet en ouverture de ce colloque international des écrivains Mishkolot Sha'ananim, je disais que mon pays, la France, après 3 ans de guerre d'Algérie, on était en état d'exception. C'est-à-dire institutionnalisation de la torture, liberté de la presse suspendue, ainsi de suite, après 3 ans. Les Américains, après le 11 septembre, après 3 mois du 11 septembre, il y avait Patriot Act 1 et Patriot Act 2, c'est-à-dire ce que les politologues appellent l'état d'exception. Israël, ça ne fait pas 3 mois, ça ne fait pas 3 ans, ça fait 75 ans qu'Israël est en guerre. Ok ? Continue, à peu près continue. Avec quelques accords de paix. Avec quelques accords de paix. Quelques voisins, mais entre-temps, mais avec des voisins qui sauf les signataires, qui jusqu'aux accords Abraham, considéraient que la paix était une parenthèse entre 2 guerres. Bien, Israël a vécu depuis 75 ans face à des gens qui pensaient que les moments de paix n'étaient que des parenthèses entre 2 guerres. Face à ça, l'état d'exception, c'est-à-dire la suspension des libertés démocratiques, c'est-à-dire ostraciser une catégorie de citoyens. Israël ne l'a jamais fait. Et ça, c'est la vitalité d'une démocratie. Churchill, en 1940, quand il entre en guerre, il met en prison des centaines de gens qui étaient juste suspects d'éventuelle intelligence avec l'ennemi. Alors, depuis qu'il est au pouvoir, Benjamin Netanyahu transforme un peu en acte, au fond, la pensée de son père, Ben-Sion Netanyahu, qui était, vous le savez, le secrétaire de Jabotinsky, qui était un très proche de celui qui a inspiré à la droite israélienne toute cette idée aussi que l'histoire juive ne serait au fond qu'une suite de longs malheurs. On a le sentiment que c'est un peu la manière dont aussi ce qui agite, ce qui fait bouger Netanyahu. Est-ce que vous pensez que cette pensée justement est féconde pour Israël aujourd'hui? Non, je pense que, et ça c'est vraiment mon désaccord personnel profond
avec, par exemple, le Premier ministre actuel, c'est je trouve absurde, enfin en tout cas pas certain, loin de là, ce pessimisme métaphysique sur le destin d'Israël. Voilà, Israël n'est pas voué au malheur. Et c'est ça le vrai partage. Il y a la droite et la gauche, évidemment, il y a tout ce qu'on voudrait, mais il y a aussi ça. Il y a aussi Rabin une tradition. Disait le contraire, exactement, en divergence absolue et fondamentale. Voilà. Rabin, par exemple, ou Shimon Peres, ou même d'ailleurs quelqu'un comme Isaac Shamir, que j'ai bien connu aussi, pensaient, eux, que rien n'était fatal et que l'histoire d'Israël n'était pas nécessairement une longue nuit entrecoupée de petits moments de lumière. Et puis vous avez ce pessimisme fondamental de la tradition jabotinsky qui consiste à penser en effet que la nuit est l'ordinaire et que la lumière est l'exception. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et en tout cas, pour autant que j'ai mon mot à dire dans cette histoire, qui est l'histoire du peuple juif et de son incarnation en terre d'Israël, moi je plaide pour cette idée-là qu'il faut tout faire pour qu'il en aille ainsi. Tout faire pour que l'on ne soit pas voué à cette nuit entrecoupée d'étincelles. En France, les Juifs ont plus que le sentiment, constatent qu'ils sont la cible régulière d'attaques, en particulier venant de l'extrême gauche. C'est ce qui fait aujourd'hui vibrer une partie de l'extrême gauche. C'est assumer sa haine des Juifs. Jérôme Guedj, un élu socialiste, s'est dressé contre Jean-Luc Mélenchon, l'a traité de salopard antisémite. Il s'est excusé avec panache, tout en maintenant d'ailleurs en réalité son propos. Il a eu raison, Jérôme Guedj? Oui, j'ai pas vu le détail, mais au congrès de Nancy du Parti socialiste, il a accusé Jean-Luc Mélenchon d'être un salopard antisémite. Que la France insoumise soit devenue un parti antisémite, oui. Que la plupart de ses leaders... moi, je sonde pas les reins et les cœurs, je m'en fous de ce que pense tel ou tel, mais les énoncer, ce qui sort de leur bouche, en effet, est de l'antisémitisme pur. Mais dès le début, rappelez-vous, sans même aller aux épisodes récents, au lendemain du 7 octobre, lorsque le peuple de Paris, enfin une partie du peuple de Paris, et hélas essentiellement des Juifs, enfin se rassemble à Paris pour exprimer sa douleur et sa solidarité avec les familles des survivants du pogrom du 7 octobre, qu'est-ce que dit Mélenchon? Le parti du génocide est de sortie. Le parti du génocide. Atroce. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, il y a là une manière de renouer, mais avec une férocité que je trouve insensée, avec la vieille tradition qui existe dans le mouvement ouvrier, dans la gauche française, de la tradition de l'antisémitisme ouvrier de l'époque de Jules Guesde. Oui, qui s'est manifesté au moment de l'affaire Dreyfus. À l'époque de l'affaire Dreyfus, vous aviez deux gauches, vous aviez la gauche de Jean Jaurès et la gauche de Jules Guesde. Et la gauche de Jules Guesde, elle était officiellement antisémite parce qu'elle pensait que les Juifs étaient des alliés des plutocrates, suceurs de sang des pauvres. Bien. C'est après une relative éclipse, c'est avec ça en effet qu'une partie de la gauche française d'aujourd'hui est en train de renouer. Et ça, c'est navrant, c'est incontestable, et il faut le dire avec force, et bien sûr. Certains en France pensent que l'histoire entre les Juifs et la République est en train de se terminer, ou en tout cas d'arriver à un tournant qui est en train de diminuer, parlent d'invisibilisation des Juifs de France. Est-ce que vous partagez cette crainte et qu'est-ce que vous pouvez en penser? Bien sûr, comment ne pas partager cette crainte? Je veux dire, il y a des morts, il y a des rabbins frappés, il y a des enfants terrorisés, il y a des mamans qui envoient leurs petits garçons la peur au ventre à l'école le matin. Donc évidemment, comment... Une jeune fille violée. Petite fille violée, elle avait 14 ans je crois. Donc comment ne pas être saisi d'effroi face à cette réalité-là qui est le quotidien de beaucoup de Juifs. Vous avez des menaces ciblées et personnalisées sur certains Juifs aussi dans notre pays. Donc bien sûr que tout ça est de nature à susciter l'effroi, mais est-ce que c'est de nature à
à briser le lien que les Juifs de France ont avec cette République, qu'ils ont en partie fabriquée, à laquelle ils ont œuvré, je crois que non. Et en ce qui me concerne, en tout cas, je suis vraiment pas prêt de laisser la place, de céder le terrain, de céder le champ de bataille idéologique à ces imbéciles, à ces illettrés que sont les antisémites d'aujourd'hui. Ça, certainement pas. Donc je pense, moi, que là non plus, que la bataille n'est pas perdue, qu'il faut la mener et qu'on peut la gagner, quels que soient les obstacles et quelles que soient les forces adverses. Bernard Lévy, merci beaucoup d'avoir été l'invité exceptionnel de ce grand oral. Je rappelle la diffusion de votre film Notre guerre sur France 5 le 29 juin à 21 h et à très bientôt pour un prochain grand oral sur i24 News.